dans le temps, on faisait l'abattoir, l'abattoir qui était au fond de la cour. Du temps de ça, j'ai connu du temps de mon grand-père, oui, père Ambon, Charles. Après mon père, après c'est devenu aux abattoirs. On allait chercher notre viande chez Boulard à Pitt à une époque. Puis après, après ça a été moi. Bon, Boulard a fermé. Après on a été aux abattoirs d'Ormont parce qu'après on n'avait plus le droit de tuer dans les abattoirs indépendants. Quoi. Il fallait passer par un abattoir industriel. Quoi. À Pont-Saint-Pierre, j'ai connu 3 bouchers, 2 charcutiers. Maintenant, il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus de charcutiers. Au début, il y a eu une charcuterie qui a disparu. Après, il y a eu une boucherie qui a disparu, la première qui était à côté du Crédit Agricole. Après, la deuxième a disparu, et puis la deuxième, c'était nous. Après, le charcutier Lefebvre, il a disparu, puis après, à côté du PMU qui a fermé. Mais si tu veux, dans le pays à Pont-Saint-Pierre, les boucheries vraiment par leur nom, moi je me rappelle qu'on vraiment marqué un peu la boucherie à Pont-Saint-Pierre, c'était Barbaret à côté du Crédit Agricole, Ambron en face de l'auberge de Landelle, et puis je vais te dire Artu. Moi j'ai connu Artu puisque il avait un gars, 2 gars, et il y en avait un de mon âge. Ça a été le père Artu, Fernand, puis après ça a été Daniel, son gars. Bon, son gars malheureusement qui n'est plus du monde. Mais l'autre, François, qui est de mon âge, il est toujours du monde. Il y en a eu avant, il y en a eu après des boucheries, mais ces boucheries-là, à ce moment-là, on était 3 bouchers à Pont-Saint-Pierre, Barbaret, Ambron et Artu. Toi, tu travaillais avec du personnel ou avec tes parents? Bah non, moi j'ai commencé la boucherie, attends, je suis né en 53, 17, 70. Ouais, j'ai commencé la boucherie dans les années 72. Après, j'ai fait mon armée. J'ai resté avec mon père, que j'aurais peut-être fait mieux de partir ailleurs, mais enfin, comme ça. Et puis, nous, faut pas se cacher, on a eu des moments bas, mais après, on s'est remonté. Donc, on s'est remonté beaucoup. C'est pour ça que je me permets de parler de Boulard, parce que pour moi, Boulard, c'est. C'est lui qui nous a remonté, qui nous a aidés à nous remonter. Et je vais te dire un truc là, on faisait des réclames. Moi, gamin, je marquais les réclames au Blanc d'Espagne. Et à l'époque, il y avait des bars à Pont-Saint-Pierre qui faisaient restaurant, tels que Jacqueline Lecoq, qui, je la voyais arriver, ça c'est comment on dit, le terme, avec son ami 6. Elle arrivait le soir, elle faisait le tour de la place, elle s'arrêtait devant la boucherie, puis elle disait demain 40 morceaux de blanquette de veau, parce qu'elle avait des gosses chez Pierreval qui venaient manger. Et parce que nous, on faisait de la promotion. Et on était poussés par le père Boulard. Parce que 3 bouchers, c'était quand même dur pour Saint-Pierre. Il y en avait toujours un ou 2 qui marchaient bien, mais toujours un 3e qui tirait la patte. Et puis, bon, après, il y a eu des grandes surfaces. Bon, après, il y en a une qui a fermé. Et puis après, on est resté à 2. Mais moi, j'étais jeune et puis je crochais, quoi. J'étais à fond là-dedans, quoi. Et après, mon père tenait la boucherie, toujours avec Père Boulard derrière, et puis qui nous mettait de la viande pour faire de la promo et tout ça. Mais j'avais cherché à faire j'avais monté entre autres en Freville-les-Champs, Flipoux, Argeville, Plessis, tout ça. Et j'allais chez les gens prendre des commandes pour faire du portage le mardi matin. Parce qu'à l'époque, toi, je ne sais pas si tu as connu, mais en Freville-les-Champs, il y avait le boulanger qui passait, il y avait des bouchers, il y avait des. Même moi, ma grand-mère maternelle était dans Freville-les-Champs, il y avait l'épicier, il y avait tout ça. Et moi, on allait porter comme ça avec ma Docho dans une caisse à viande en osier. Une caisse à viande, on avait les commandes là-dedans, et puis d'une semaine sur l'autre, il me disait. Vous remettez 4 beefsteaks, vous remettez un ragoût. Enfin, j'ai toujours été. Moi, j'ai fait toute ma carrière de boucher à Pont-Saint-Pierre. Hein. Et à la fin, quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont fait une petite réunion à la mairie que j'avais passé la famille Ambron. De génération en génération. Génération. C'était ils m'ont redonné la médaille, mais c'était quand même. Il fallait tenir quand même pendant tant d'années à Pont-Saint-Pierre. Hein. Après, mes parents forcément avaient vieilli, donc j'ai embauché des personnes. Oui, j'avais une personne qui travaillait avec moi. Bon, Madame Granger. Bon, après j'ai eu Delphine Bertin dans Freville-les-Champs, ses parents étaient là-haut.
Bon, après, j'ai eu entre deux d'autres femmes, dont la dernière femme que j'ai pris comme employée, La meilleure. qui est devenue ma femme, quoi, c'est quoi de le dire, par l'intermédiaire d'un client que j'avais, qui était Monsieur Ditchat Flipou. Et puis un jour, il me dit, tu connais Ditchat, non François? Non. Et il me dit, alors, monsieur Ambron, vous êtes revenu tout seul, parce que forcément, ça se voyait, il me laissait, mais bon, elle était des fois 15 jours sans personne. Oh, j'ai dit, oui, elle m'a encore lâché, elle est malade, ou ceci, cela, ou voilà, pour voulu continuer son contrat, parce qu'il fallait travailler samedi puis le dimanche dans le commerce, forcément. Et Et t'avais vu, monsieur Et il me dit, monsieur Ditcha, il était éducateur au château de Rampon. Oh, il me dit, j'ai une personne là-bas, à l'époque, le château, maintenant il est fermé, mais il y avait des gars là-dedans, et puis Françoise a travaillé à la cuisine avec le cuisinier. Puis elle était en contrat, je ne sais plus comment, ils appelaient ça, puis elle est arrivée en fin de contrat. Et il dit, cette personne-là, elle est seule, elle a 2 ados à l'époque, et elle a besoin de travailler, elle voudrait bien prendre un temps plein. Et il écoutez, il dit, vous avez quand même la présente, enfin, il dit qu'elle se présente, quoi. Et il y avait une autre personne qui était là-bas, qui s'appelait Madame Villanger, qui faisait le relais entre eux et puis le château, qui me l'a présenté, qui est venue me voir, qui m'a dit voilà, voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai embauché Françoise Guillard. Et pendant 1 an, c'était Monsieur Ambron, Madame Guillard, puis après, un jour. Monsieur et Madame Ambron. Ouais, parce que bon, moi je me trouvais tout seul, et puis, enfin pas tout seul, mais ça allait pas trop bien. Ouais. Et puis, disons que oui, on a fait la boucherie bœuf jusqu'en 2007. 2003. 2003. On s'est mariés là, et malheureusement, 2004. la grande boucherie, la grande maison là, qui est en face d'Auberge Landelle, enfin l'optique, ben, maintenant c'est un promoteur qui a acheté. Bon, ben, lui, il a refait des logements là-dedans, il a mis de l'argent là-dedans. Mais moi, c'était vieux. Et puis, on n'avait pas, disons, l'argent. Comme moi, j'ai travaillé. Plus que vétuste. C'était un peu spécial. Donc, un jour, avec ma soeur, on a décidé de vendre la maison. Donc, la boucherie a disparu. C'est comme ça que la boucherie a disparu, mais j'ai pas arrêté parce que qu'on ne travaillait plus. On a arrêté parce que bientôt la flotte a tombé dans a tombé dans la boucherie. Enfin, il y avait de gros investissements à faire. Et moi, j'avais à l'époque 51 ans, donc j'avais encore une dizaine d'années à travailler. Et c'est là que j'ai fait la petite chevaline à Michel Lassière. Lui, c'était une petite boucherie il faisait beaucoup de tournées. Lui, il faisait son beurre dans ses tournées de campagne, dont il allait en Franville-les-Champs, Orgeville, Ville, enfin, il faisait tout ça. Il allait Muscalet, Ripos, tout ça par là-bas. Mais on m'avait dit, tu sais, ça c'est dur les tournées de campagne, mais bon, tu sais, quand tu as une idée, des fois tu fonces dedans. Et puis ben, je suis parti, j'ai fait les tournées, puis ça m'a plu, et puis on n'a pas perdu de l'argent là-bas, loin de là, mais bon, son magasin, forcément, il était retiré, c'était dans la rue Blanc, tu sais, avant Clé. Donc, elle travaillait pas beaucoup, mais ça on le savait du temps des Lassières, c'était pareil, tout se faisait en tournée, mais il avait quand même un bon chiffre. Oui, mais là c'était la galère. Et puis en 2007, eh ben, comme le logement, l'appartement en haut, il l'avait pas. Il nous l'avait loué avec le. Ouais, on ne l'habitait pas, puisqu'on habitait là. Alors on payait pour rien. Et puis un jour, on a demandé de résilier le bail avec notre propriétaire, puis de fermer la boucherie. Puis là, au lieu d'avoir des tournées de campagne où les vieux, parce qu'on travaillait beaucoup avec des anciens dans les tournées de campagne, mais pas beaucoup avec des jeunes comme vous, parce que vous prenez la voiture, vous descendez, que les personnes âgées, ben, ils attendaient le boucher qui passe. Donc les tournées de campagne, ça s'effritait, il y avait moins de monde parce que les vieux disparaissaient. Donc là, on s'est mis à faire des marchés. On a pris Fleury-Férandel, Forges-les-Eaux, Pont de l'Arche, qu'est-ce que j'ai fait, Bosse-le-Har aussi. Et là, comme on n'avait plus de boutique, c'est là que j'ai monté le petit labo derrière. Quand je suis arrêté en 2014, je croyais pouvoir le louer, ou enfin, tu sais, ce qu'on m'avait dit. Puis en réalité, ben, je n'ai pas retrouvé à louer. Puis voilà, ben, ma carrière elle a fini comme ça en 2014. Donc ça va faire 7 ans là, que je suis en retraite. La boucherie, quand on a commencé, du temps de mon père, au début, pour mettre la viande, si on peut dire faire l'étalage de la viande, on avait des tables en marbre.
On n'avait pas de vitrine réfrigérée comme il y a eu après. On avait des tables en marbre pour exposer la viande. Bon, ils n'exposaient pas beaucoup de viande, mais il y avait quand même des tables en marbre. Et puis après, bah, il y a eu les vitrines réfrigérées qui sont arrivées. Bon, bah, on mettait la viande dans les vitrines réfrigérées. Il y avait des barres à dents de loup, ce qu'on appelait des barres à dents de loup, des barres plates avec comme des dents de loup qu'on crochait, comme tu disais tout à l'heure, le boudin blanc, un agneau, un truc comme ça, quoi, pour faire l'étalage un peu. Et puis, bah, avant, les murs, c'était de la peinture. Après, on a carrelé. Après, c'est devenu obligatoire de carreler les boucheries et puis tout ça. Moi, j'ai connu le frigo, c'était une armoire. C'était une grosse armoire. Et puis après, bah, ils ont monté les chambres froides. Mais tout au début du temps de mon grand-père, on avait une grande armoire de froid. 1920, 1930 par là, avant-guerre. Ah oui, ils avaient des grandes tables de marbre et puis au milieu il y avait une balance automatique, une balance avec une aiguille comme ça. Puis ils faisaient comme ça. Bon, après il y a eu les balances électroniques, après les balances à tickets. Maintenant il y a encore tout un tas de trucs. Hein. Avant tout se faisait à la main. Hein. Les comptes ça se faisait à la main et tout. Il n'y avait pas de caisse. Ah ben oui, il y avait une grande caisse. À l'époque de ma grand-mère, je me rappelle combien de fois il y en a qui me l'ont sorti, ça, que la caisse, c'était presque comme un confessionnal. Tu sais, une caisse, et puis il y avait des glaces tout autour. Ça faisait la caisse, là, un machin plat, et puis il y avait des grandes machines en vitré, c'était du verre. C'était en bois, non? Oui, en bois. Mais ça faisait comme... on aurait pu appeler ça un confessionnal. Quoi. Oui, ça faisait un mètre on était sur un enfermés, mètre. on était enfermés là-dedans. Dans une cage à Lyon. Oui, on était enfermés là-dedans. Mais c'était vitré, hein, c'était pas... Vous en avez fait quoi de ça, en fait? Moi, je l'avais scié. J'avais enlevé tout le haut. C'est dommage, parce que Alors ça, c'était une partie vitrée, là. Puis là, c'était du bois. Là, du bois. Là c'était la glace. Et puis là, il y avait, pour mettre l'harmonie, il y avait une plaque en cuivre. Je me rappelle que la grand-mère ou la mère elastiquait tout le temps, mais à l'époque, tu sais, il y avait... Et puis le client, il venait là, puis la grand-mère, elle était dans la cahute. Puis sur le côté, il y avait une porte, puis on rentrait par la porte. À un moment, ils appelaient ça le confessionnal, à la fin, il fallait l'enlever, parce que ça n'avait plus son temps, quoi. C'était comme ça le truc du moment. Dans le temps, il y avait un grand tablé, tu sais, un grand tablé en bois qui coupait la viande. Et puis après, c'était des tables de marbre. Ben, parce que le marbre, justement, c'est froid. Donc, oui, mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. Les tables de marbre, il y avait un gros carré de viande qui était dessus, étalé, avec eau brute, quoi. Après, il y avait, je sais pas, ce qu'on appelle une culotte d'agneau. Ben, une culotte d'agneau, c'est les 2 gigots doubles, le cul du mouton, quoi. Donc, c'était mis comme ça sur la table de marbre, mais c'était pas travaillé, donc ça pouvait... Puis il y avait plus de saisons aussi à cette époque-là. L'hiver, c'était l'hiver, l'été, c'était l'été. L'été, ils mettaient rien. Hein. Des fois, ils mettaient même des plantes vertes dans la boucherie pour meubler un peu. Tout était en armoire, en frigo. Hein. Que maintenant, ils font de l'étalage tout le temps. Mais par contre, à Pâques, on faisait l'étalage de Pâques. Et à l'époque, maintenant, les bouchers, ils sont ouverts tous les jours, la semaine de Pâques. Mais nous, tous les bouchers, étaient fermés le vendredi saint, parce qu'on n'avait pas le droit, à l'époque, on ne fallait pas manger de viande le vendredi saint. Ceux-là qui mangeaient de la viande, ils faisaient, comme disait à l'autre, ils faisaient un péché. C'est toujours un peu resté, mais ça, maintenant, il y en a quand même. Donc, les bouchers étaient fermés. Mais par contre, les bouchers faisaient la vitrine de Pâques, ils crochaient carrément le bœuf dans la boucherie. Mais les boucheries, comme celle-là que tu as pris en photo, là, avec les grilles, et c'est à l'époque, les grilles, ils s'ouvraient, et si tu veux, toute cette partie-là, il n'y avait rien, c'était tout se plié, c'était vide, il n'y avait rien, que maintenant les bouchers, que là, une fois que les grilles étaient ouvertes, tout ça c'était libre, donc il y avait une barre dans le loup qui était carrément en haut, et puis ils amenaient les 2 cuisses de bœuf, ils amenaient les 2 avants de bœuf, ils faisaient de la couture et ils rassemblaient le bœuf, ce qu'ils appelaient le bœuf cousu. Et puis ils mettaient des rosaces sur le bœuf. C'était beau, hein.
les gens ils venaient voir les agneaux, ils crochaient les agneaux. J'ai eu une photo, mais je me demande où c'était qu'elle est. Pareil, le veau, c'était la même chose, c'était l'étalage de Pâques. C'était fait à partir du jeudi après-midi. Tout le vendredi, ça restait comme ça en étalage de Pâques. Et par contre, le samedi matin, parce que maintenant, messieurs les bouchers, ils se lèvent à 7 heures pour commencer à travailler. Mais eux, c'était 2-3 heures du matin. À 2-3 heures. Puis les bouchers, à l'époque, avaient des ouvriers. Comme maintenant, une boucherie qui a des ouvriers, c'est vraiment une boucherie, une grosse boucherie. Mais sans ça, les gars, malheureusement, ils travaillent des fois avec la femme et puis un apprenti. Puis encore, des fois, la femme, elle travaille à l'extérieur. Mais à l'époque, il y avait des commis. Et ben, en pleine nuit, hop, ils descendaient tout ça, ils mettaient ça sur le tablé, ils coupaient, ils travaillaient la nuit pour le matin à 7h30 pour vendre. Mais tout ça, ça a changé dans le temps. Mais la semaine de Pâques, pour la viande, le métier de boucher, c'était... Et puis on avait, après, il y a eu des concours d'animaux aussi, des concours d'animaux sur les marchés, tout ça. On achetait, il y en avait certains pour se faire une image, une bonne image de leur boucherie. Ils achetaient une belle bête de concours, mais là, il a payé cher, mais vis-à-vis du client, il disait, oh bah dis, on va aller chez un tel parce que ils vendent de la bonne viande, il a été primé, enfin tout ça, tu sais, c'était comme ça. Maintenant, bon, les gens, ils font plus attention, puisque maintenant, comme une fois, je me suis trouvé à Super U une fois, il y avait un boucher qui était là, que je connaissais, qui était un peu même un plus âgé que moi. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses de la boucherie? Ben, j'ai dit, c'est vrai que la boucherie, elle est petite, il n'y en a plus beaucoup, des petits bouchers. Ben, il me dit, tiens, la boucherie, elle est là maintenant, en me faisant voir le rayon viande de Super U, à Égoville, qui a un super beau rayon, le vendredi matin, pour voir le beau rayon de viande qu'ils ont. Tout ça, c'est parce que ça a évolué. Mais moi, je te parle de ça des années 60, 70, quoi, où la grande surface n'était pas commençait à arriver un petit peu, mais il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, le boucher, il avait sa place. Celui-là qui s'en occupait, il avait sa place. Puis même, c'était un bon métier. Comme maintenant, ben, un boucher, même, je ne dis pas que c'est un mauvais métier, mais il faut travailler. Il faut travailler. Moi, je dis que ceux qui restent, il faut qu'ils bossent, les gars. Mais ça, pour te dire, pour revenir à la boucherie, comme tu disais, même dans ta région, il y en a un qui est bon, l'autre qui est moins bon, mais il y en a toujours un qui est... Comme par exemple, si tu connais le centre commercial d'Alizé, il est renommé parce qu'il y a des gens d'ici, comme il n'y a plus de boucherie ici, bah, ils vont à l'extérieur. Bah, il y en a beaucoup qui vont à Alizé, chez ce boucher-là, parce que lui par contre, il a des ouvriers. Et lui, c'est la meilleure boucherie que je connaisse. Parce que c'est lui le meilleur. Il a au moins 3 ou 4 gars qui travaillent avec lui. Une boucherie qui a été créée et puis qui s'est développée comme ça, dans le centre commercial. Aidé beaucoup par la commune d'Alizé. Mais à Perrier, Bruno, c'est un bon boucher. Hein. Comme à Charleval, à côté du monument, il est pas mal non plus, lui. Quand tu vois leur étalage maintenant, et puis tu vois l'étalage des années 60, 70, ça n'a rien à voir. Et bon, là, il fait pas beau, mais quand il va faire beau, les vitrines vont être pleines de viande marinée, saucisses, merguez et tout ça. Ça, il faisait pas. Que nous, dans ces années-là, on ne faisait pas. D'abord, dans la vallée de l'Andelle, là, moi j'ai connu, je ne sais plus combien de bouchers, mais j'en ai connu. Hein. À part charcutier de Remy, qui a de la chance d'être seul, bon, ben, il arrive à travailler parce qu'il est seul, mais bon, il se démerde, il se débrouille. Et puis par là, ben, qu'est-ce qu'il y a Fleury, il n'y a plus rien. Charleval, il y en a encore. Il y a un bon charcutier, il y a un bon boucher, il y en a un autre, mais il ouvre, il ferme, il fait plutôt un peu les marchés. Un bon charcutier, il y avait. Oui, mais c'est un Là, nouveau. c'est un nouveau. C'est un jeune. Je sais pas s'il va être... Bon, ben, à Charleval, il y a encore ce qu'il faut. Perrier, il y a toujours le boucher. Et après, il n'y a plus rien. Hein. Lyon-Saforêt, tout ça, il n'y a plus de boucher, il n'y a plus rien. Par là-bas, du côté de Lyon, ils n'ont plus rien. Non, c'est malheureux, la petite boucherie. Maintenant, on est avalé par les grands magasins. Hein. Puis c'est partout, hein, c'est partout. Hein, oui, toutes les boucheries, même ceux qui arrêtent, ils ne retrouvent pas à revendre. Ça tombe. C'est pas, ça se revend pas. Parce que c'est les grandes surfaces qui...